ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. Dans la troisième et la dernière partie de ce numéro, nous recevons la militante pour les droits des femmes, Fatem Zahra Ben Omar. Qu'est-ce que c'est être un homme? Peut-on être un homme et féministe? Pourquoi est-il important que les hommes soient les alliés des femmes? La cofondatrice de l'association Les Effrontés répond à nos questions. انت ماشي راجل. انا ماشي راجل. رجولة عند الطفولة. هذا ولد امه. كل راجل صح. انا راجل واجبه. راجل شتي ماشي راجل. رويجل مع راسك. الرجولة منذ الطفولة. ساس رجل. رجل. الراجل كلمه. انا راجل كنبكي. ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. Fatem Zahra Ben Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment peut-on définir la masculinité selon vous? Alors la masculinité, c'est une construction sociale qui a été pensée en fait pour instaurer un ordre social. C'est-à-dire que si on voulait qu'il y ait une accaparation des femmes par les hommes, il fallait le justifier. Et donc il fallait en faire deux catégories séparées. Exactement comme pour justifier l'esclavage, il a fallu créer les blancs, créer les noirs, afin de justifier le fait qu'une catégorie soit supposée supérieure à l'autre et puisse se l'approprier. Donc, très jeunes, en fait, les garçons et les filles ont droit à des éducations très différenciées. Et quand on a des hommes qui vont vers des masculinités alternatives, ces masculinités sont discréditées afin justement qu'elles ne viennent pas concurrencer la masculinité virile, accaparante, etc., qui justifie l'ordre social patriarcal. Et ça, on le voit même dans les dessins animés de Disney, pour vous donner un exemple. Vous avez le modèle de la masculinité, c'est Mufasa. Et quand on a son frère, le méchant Scar, qui a une masculinité alternative, c'est un homme assez distingué, qui a l'air maquillé. Et c'est la catastrophe, c'est une masculinité maudite. Et du coup, le pays va aller à la catastrophe et à la décadence quand ce sera lui. Donc c'est ça, la masculinité, c'est une construction qui a été pensée par les sociétés pour justifier un ordre social. Est-ce que la masculinité est véritablement en crise? D'un point de vue majoritaire, non, on ne peut pas dire que la masculinité soit en crise. On est encore très majoritairement, et dans toutes les sociétés, dans l'idée que les hommes et les femmes seraient fondamentalement différents, du coup qui ne peuvent pas avoir les mêmes places dans la société. Il est plutôt admis que les tâches ménagères sont plutôt faites par les femmes, et puis c'est bien que les hommes les aident de temps en temps. Et on va dans n'importe quel magasin pour jouer, on voit du côté des garçons l'exploration de l'espace, le duel avec le dragon, des univers comme ça très imagés, très ambitieux, et chez les petites filles des rayons roses où on a l'impression d'être dans un placard à balais avec des petits balais, etc. Même chose pour les styles vestimentaires, on va accentuer chez l'homme une identité virile avec une chroma très réduite entre les bleus, les sombres, les noirs, etc. Et chez les femmes, là aussi, l'idée est de les déguiser en êtres très sexualisés, très coquettes, etc. La société est encore très répartie dans cette différenciation des rôles des femmes et des hommes afin qu'on n'interroge pas justement leur place, puisque toutes les apparences nous porte à penser que c'est comme ça, que c'est naturel et que ça ne doit pas être autrement. Maintenant, il est clair qu'à toutes les époques, c'est vraiment pas nouveau, il y a toujours eu des manifestations d'hommes qui ne sont pas rentrés dans le moule très vite, donc du coup qui ont été un peu visés par du harcèlement scolaire, parce qu'on les montre du doigt, parce qu'ils ne répondent pas aux critères masculins classiques, qui ont donc développé une frange minoritaire d'hommes qui remettent en cause le modèle, et donc il y a toujours eu des hommes pour dire ah là là, la masculinité est en crise. Et donc, selon vous, peut-on être un homme et féministe? Effectivement, il y a toujours eu, là aussi, c'est pas quelque chose de récent, des hommes qui se sont beaucoup engagés parce qu'ils ont eu certains parcours, ou bien parce qu'ils ont été dans des familles de femmes, qu'ils ont été témoins aussi de violences faites à des femmes proches d'eux, etc., qui se sont très vite désolidarisés avec un modèle violent, etc., de la masculinité. Ils viennent en solidarité, mais ce n'est pas aux hommes de mener ce combat en première ligne.
Ça leur appartient de l'accompagner, de le soutenir, de s'en faire le relais. Ça peut être leur combat aussi, s'ils ont une utopie politique d'alternative, on va dire, à un modèle, même si ce modèle leur apporte des privilèges. Mais qu'est-ce que savent les hommes de ce que vivent les femmes ou les minorités? En fait, ils n'en savent que ce qu'on leur dit, nous, les premières concernées. Ils ne peuvent que nous croire. On peut pousser très loin son imagination, qu'on ne peut pas imaginer tout seul dans son coin, ce que c'est que la construction de genre féminin, ce que c'est que d'avoir peur de sortir, ce que c'est que d'avoir peur de rencontrer l'autre sexe juste parce qu'on rentre chez nous à la maison, etc. Mais c'est difficile d'imaginer la peur qu'on n'a jamais expérimentée, tout simplement. Et c'est très important, du coup, que la ligne politique, que les débats de fond, que les sphères de débat, que ces modalités puissent être décidées par des femmes. Si des femmes ont besoin de se réunir entre elles pour parler de choses dont elles n'ont pas envie que des hommes, à l'image de ceux qui les ont violentées, soient témoins, ou tout simplement parce que par empathie, elles vont pas vouloir en dire trop pour ne pas mettre des hommes mal à l'aise dans une réunion, eh ben, il faut leur laisser ces modalités, voir comment on peut se mettre au service du but dans lequel elles tendent. Parce que quand les hommes n'ont pas ces exigences, ben, ils vont croire qu'ils comprennent mieux que nous le sens de notre engagement et le sens de notre radicalité parfois. Parfois, ils ne comprennent pas notre radicalité, donc ils disent « Ah, mais c'est contre-productif, blabla », mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas d'où on part, nous. Il ne faut pas tout simplement qu'ils se mettent à la tête d'un mouvement et qu'ils en définissent la ligne et les objectifs. Après, il y a toujours eu dans le mouvement des hommes dont on a compris très vite qu'ils étaient là par prédation, parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup de femmes fragiles et vulnérables dans les mouvements féministes et que ça leur permet de cibler. Bon, ça, c'est vraiment de la malveillance. Donc, ça existe. Ce qui existe aussi, c'est la stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire des hommes qui sont des agresseurs et qui vont beaucoup s'engager pour les droits des femmes afin de se mettre un peu un bouclier, justement, et de discréditer les femmes qui voudraient s'en prendre à eux. Donc ça, c'est aussi une frange malveillante. Maintenant, il y a toujours eu aussi des hommes accompagnateurs, bienveillants dans le mouvement qui savent tout simplement les biais dont ils sont eux-mêmes victimes et qu'ils ont plus à apprendre dans ces sphères-là qu'à dicter. Que pensez-vous de l'instrumentalisation de la lutte féministe par certains hommes, institutions, voire des gouvernements, ou ce qu'on appelle aujourd'hui du purple washing? On est dans un moment de l'histoire où les féminismes devient un peu plus mainstream dans certaines sociétés. Il y a un certain féminisme institutionnel qui est mainstream. C'est pas le féminisme radical révolutionnaire qui veut changer en profondeur les racines de la domination patriarcale. Par contre, il y a un petit féminisme sage qui est bien valorisé, un peu comme, on va dire aussi, les thèmes de l'écologie ou l'économie sociale et solidaire. Et du coup, il y a des entreprises qui y trouvent leur intérêt, tout simplement. Et donc, forcément, à ce moment-là, il y a de la récupération, il y a de la stratégie commerciale ou de la stratégie un peu narcissique. C'est comme les mécènes qui ont envie de se donner bonne conscience et qui vont investir dans une certaine cause et qui vont s'approprier, on va dire, la lutte en la remodelant selon leurs mots et leur intérêt, on va dire. Très clairement, il y a une instrumentalisation qui est faite du mouvement féministe, c'est-à-dire que vous allez avoir plein d'hommes dont on n'a jamais entendu qu'ils étaient particulièrement engagés dans la lutte féministe. Par exemple, des hommes qui vont entrer dans le débat sur la prostitution pour donner leur avis, alors que même les féministes ne sont pas d'accord entre elles, mais qui vont quand même venir réduire le débat à la seule question de la liberté. On a envie de les repousser un peu plus loin et de nous laisser débattre dans des termes un peu plus complexes. C'est un indicateur qu'il y a un certain féminisme qui s'institutionnalise et qui donc va être récupéré par Beyoncé, parce que vous voulez, alors même qu'on sait que Beyoncé va faire ses produits dérivés au Bangladesh dans des conditions où les femmes travailleuses ne sont pas les mieux traitées. Voilà, c'est un indicateur de l'institutionnalisation d'un certain féminisme. Dans quelle mesure est-il important aujourd'hui que les hommes deviennent des alliés des femmes? Au moins qu'ils ne soient pas des travers, des obstacles. C'est-à-dire que l'attitude majoritaire, ça va être ou bien de se plaindre que « Oh mon Dieu, on peut plus rien faire, on peut plus draguer, on peut plus machin ». C'est de se poser eux comme en victime. Et comme la société a plutôt tendance à s'identifier à la cause des hommes, tout le monde va monter au créneau et dire « Ah, mais c'est vrai, on va un jour enfermer tous les hommes parce qu'il y aura toujours des femmes menteuses, etc. » Donc,
ne pas adopter cette stratégie-là qui fait beaucoup de mal aux femmes au moment où elles s'organisent, ne pas essayer de leur expliquer leur lutte. Et souvent, dès qu'ils font ça, c'est pour revoir à la baisse ce qu'elles ont envie d'obtenir. C'est-à-dire que souvent, les hommes vont venir et dire non mais là, t'es trop radical, moi tu vois, tu me fais peur, etc. Donc, exprime-toi plutôt comme ça. Garde ta féminité au moment de t'exprimer, blablabla, et si tu alignes toutes ces conditions, tu seras entendu. Alors déjà, c'est même pas vrai, même quand on aligne toutes les conditions du monde pour y aller avec le plus de diplomatie. Moi, maintenant, ça fait 11 ans que je suis militante féministe, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'y aller franco, d'y aller gentiment, avec diplomatie, on va toujours trouver le moyen de me faire taire. Si les féministes parfois durcissent le ton, c'est parce qu'elles ont un cheminement avant. Tout un tas de stratégies ont montré qu'elles n'étaient pas forcément plus efficaces. Et d'ailleurs, souvent, dès que les féministes vieillissent et meurent, on essaie de leur inventer le fait qu'elles étaient quand même, elles, contrairement aux méchantes féministes radicales, qu'elles étaient moins radicales, ce qui est complètement faux. Là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec les suffragettes, qui est un mouvement qui a obtenu le droit de vote des femmes, enfin, qui a lobbyé pour ça. Les suffragettes, à l'époque, elles brûlaient des églises, elles faisaient des actions coup de poing complètement folles. Gisèle Halimi, maintenant qu'elle est morte, tout le monde dit « Ah, bah oui, mais quand même, elle avait un discours beaucoup plus classe et moins radical que les méchantes féministes d'aujourd'hui. » Pas du tout. Quand on l'entend dans ses interviews, elle n'est pas du tout dans une modération de son propos, loin de là. Et donc, c'est souvent d'ailleurs des personnes qui n'ont pas lu ces femmes-là qui vont dire attention, tu devrais plutôt t'inspirer de féministes un peu plus lisses, comme ça tu y arriveras plus efficacement. Donc, si certains hommes ont la patience et la gentillesse et la générosité d'éviter tous ces écueils, et ben là, je pense qu'il peut y avoir une vraie efficacité dans le fait d'épauler et d'être en alliance avec les luttes des femmes. Fatem Zahra, d'où vient la méconnaissance du féminisme et de la lutte des femmes de la part de certains hommes? Alors, la méconnaissance de ce que veut dire le féminisme tient d'abord sa source dans la méconnaissance de sa place dans la société. C'est-à-dire qu'ils vont croire que les féministes exagèrent et vont trop loin et sont méchantes et anti-hommes, parce qu'ils n'ont tellement pas conscience de leurs privilèges qu'ils se disent « mais qu'est-ce qu'elles veulent ? Pourquoi elles réagissent comme ça ? Je ne comprends pas, elles sont méchantes et agressives. » Donc la première méconnaissance, c'est celle de sa place dans la société. Or, on n'est souvent pas conscient de ses privilèges. Et d'ailleurs, nous toutes et tous, on est à une certaine place de la domination. On est les dominants de certains et les dominés de certains. J'ai des privilèges dans la société en tant que personne qui a pu être scolarisée, en tant que personne qui arrive à avoir un toit, qui a une certaine marge de manœuvre dans sa vie. Souvent, je vais voir plus ce qui m'emmerde et ce qui me pose obstacle dans ma vie que les acquis dont j'ai hérité par ma seule identité. Ces hommes doivent comprendre qu'en majorité, il y a un système politique, judiciaire, juridique, culturel qui s'est mis en place qui leur permet d'accéder à des privilèges et à des services. C'est-à-dire qu'ils ont l'écoute des femmes et quand ils rentrent du boulot, ils peuvent déverser, raconter toute leur journée. Donc, ils ont la disponibilité mentale d'écoute des femmes parce qu'elles ont été éduquées dans ce sens. Ils ont des services tous les jours, normalement, qui sont payants, qui sont faits à la maison pour maintenir l'hygiène, la santé, la vigilance sur l'état de santé de chacun, la qualité de l'alimentation, etc. Beaucoup d'hommes ont d'abord vécu tout seuls, donc ils savent très bien ce que c'est que l'accumulation des soucis dont on ne s'occupe pas à la maison. Et malheureusement, après, ce qu'ils ne voient pas, c'est que quand on commence à vivre en couple et avec des enfants, les tâches s'accumulent parce qu'il faut avoir un œil panoramique sur l'état de santé, de bon entretien de tout le monde. Donc, ils doivent comprendre qu'ils sont dans un système qui a été pensé afin qu'ils exploitent le travail gratuit des femmes. Si parfois il y a des violences conjugales, la source de ces violences conjugales, c'est que les femmes doivent des services aux hommes et que les hommes commencent à aller dans la démonstration de force quand les femmes ne font plus ces services. Toutes les militantes féministes vous le diront, les féministes en tout cas qui ont tenu des permanences des violences faites aux femmes le savent, des hommes commencent à frapper les femmes au moment où elles refusent de faire des services. Au moment où elles découchent, c'est-à-dire qu'elles refusent leur disponibilité entre autres sexuelle ou affective, au moment où elles décident de se barrer, là c'est le geste ultime, c'est-à-dire je te laisse à la maison et je ne fais plus rien. Quand elles ont brûlé le repas, quand elles ont mal fait le ménage, voilà. Souvent, ce qui va précéder les violences faites aux femmes, c'est tu as mal fait ce que je te demande de faire. Donc, c'est ça la place qu'ont les hommes dans la société. Ils ont des places de patronat informel, possédant
des personnes qui sont là à leur service et ils trouvent que c'est insupportable quand elles n'obéissent plus à tous les services. S'ils comprennent ça, s'ils ont déjà la connaissance de ce système, ils comprendront la montée au créneau des femmes qui veulent se soustraire à ce système. Quand j'ai dit ça, c'est quand même un énorme travail, c'est-à-dire que c'est un travail de documentation, c'est un travail d'empathie. Et en fait, tant qu'ils n'auront pas fait ce travail, ils trouveront toujours que les féministes vont trop loin. On aura beau leur présenter des féministes plus gentilles, plus mimi, plus mignonnes, plus épilées que les autres, etc. Ils vont toujours pas comprendre pourquoi elles vont jusque-là. Et donc, on aura toujours un commentaire de leur part sur « Ok, d'accord, le féminisme a des raisons d'être, mais tu penses pas que là, quand même, elles y vont un peu fort. » Fatem Zahra Ben Omar n'a pas hésité à partager avec nous dans cet épisode sa propre expérience avec la masculinité toxique au Maroc et ailleurs. La première fois dont je me souviens d'un événement, parce que moi il se trouve que je sortais pas beaucoup, j'allais jamais en boîte, j'étais un peu un rat de bibliothèque, tout ça. Puis une fois je suis rentrée pour la première fois au lycée à pied, et là il y a un homme qui s'est arrêté en voiture et qui m'a demandé de monter pour me raccompagner. Je lui ai dit non merci. Il a insisté, il est descendu de la voiture, il m'a dit pourquoi? Et en fait, c'est là que maintenant que j'ai grandi, je me rends compte que je devais avoir 15-16 ans, que personne ne m'avait parlé de ça avant. Tu vas commencer à être embêté par les hommes dans la rue. Et du coup, j'avais pas dans ma boîte à outils de réponse. Et en fait, j'étais très gênée de refuser, parce que pour moi, c'était une situation un peu bizarre. Et du coup, j'ai essayé de trouver des excuses pour refuser. Donc, je lui dis, je suis désolée, je suis fiancée. Voilà, je me souviens, je lui avais dit, je suis fiancée. Et du coup, tout de suite, il m'a piégé, il m'a dit, non, vous n'avez pas de bague. Et je sais que par gêne, j'aurais limite pu finir par monter dans sa voiture, parce qu'en fait, la situation était inédite. Je savais au fond de moi qu'il y avait une méfiance, mais je devais la justifier, et peut-être j'aurais été tellement embarrassée d'avoir l'air de l'accuser que j'aurais fini par monter dans cette voiture. Donc finalement, il a laissé tomber, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se serait arrivé si jamais j'étais montée dans cette voiture. Je pense que mon destin aurait été très très différent. À partir d'un certain moment, effectivement, le harcèlement de rue s'est beaucoup accentué. Donc ça, c'était ma présence dans l'espace public. Et pas seulement dans l'espace public. Il y a eu un moment où j'ai fait un stage au centre cinématographique marocain, le CCM. Et là, il y a un réalisateur très connu qui m'a coincé dans un couloir. Il m'a attrapé le menton, il m'a embrassé de force et il m'a dit est-ce que tu t'es senti violée? Et en fait, encore une fois, alors là c'était un peu plus tard, j'avais 20 ans en fait, j'avais déjà commencé mes études en France et j'étais retournée au Maroc faire un stage. J'ai pas su quoi répondre et il m'a même plus tard dans la soirée proposé de me raccompagner en voiture chez moi et j'ai accepté parce que j'avais pas les moyens de décoder ce qui se passait et de dire que normalement j'aurais dû gueuler, porter plainte, voilà. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à ma cousine et il se trouve que ce réalisateur, c'est un cousin de ma tante. Je ne savais pas du tout, c'était juste une coïncidence. Et donc ma cousine éclate de rire et elle appelle ma tante. Et ma tante vient et je lui raconte la scène. Moi-même, j'étais un peu évasive dans la manière de la raconter. J'ai juste dit, ouais, il a fait un truc incorrect et tout. Et très vite, ma tante m'a répondu, non, mais lui, tu sais, il est super gentil, il est un peu fou, c'est un artiste, mais il faut pas le prendre mal. Et donc, je me suis tue, quoi. Très vite, elle a court-circuité la prise de parole que j'aurais pu prendre, alors que la bonne attitude aurait plutôt été d'essayer de me faire parler, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement, etc. Donc voilà, en gros, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un endroit où normalement j'étais protégée, dans les murs du CCM en train de faire mon stage, parfois la confrontation avec les hommes peut être extrêmement, nous exposer à des violences. Maintenant, j'ai vécu des scènes similaires en France aussi, mais au Maroc, c'est un problème, effectivement. Dans cet épisode de Masculinité pro-féministe, nous avons préféré donner la parole à 3 femmes, aux parcours différents, mais au combat féministe commun. La rappeuse Rtchek, la sociologue Ozir Glacier
et la militante féministe Fatem Zahra Ben Omar. Machi Rojoula continue. Restez à l'écoute de nos prochains épisodes. N'hésitez pas à liker, partager et diffuser notre contenu. Nous vous remercions pour votre fidélité.